Bonjour à tous. Aujourd'hui, un numéro un peu spécial hors série sur un truc qui m'obsède et qui peut-être vous intéresse, je l'espère en tout cas. C'est comment mettre quelqu'un en condition de viser les 5 monuments la même année. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je voulais faire. Alors, c'est parti. Petit flashback sur l'année précédente et on y va. Alors, sur Milan-San Remo, tout s'est joué dans le Poggio. Et suite à une attaque de Wellens, qui avait déjà fait un petit peu de mal aux survivants, je dirais, de la tête de groupe, c'est Tish Benoît qui finalement n'est pas seul au moment de la cabine téléphonique, mais par contre va attaquer dans la descente. Voilà, c'est ici que ça se passe. Cette attaque dans la descente, il va voilà, la mener à son terme pour aller chercher la victoire à San Remo. Donc, ça, c'est une première stratégie et qui correspond à un premier type de profil de coureur. Au ronde, c'est plus compliqué. Ça s'est passé au sprint, mais avec pas mal de survivants. À Roubaix, c'est un petit peu la même configuration où il faut, si on n'est pas capable de s'échapper, il y a intérêt à être fort au sprint, et puis il faut déjà avoir survécu à ce qui précède. Il y a quelques secteurs pavés notamment qui sont assez clés. À Liège, une stratégie possible, à part l'arrivée en groupe avec d'autres punchers, c'est évidemment l'attaque dans Saint-Nicolas. Bon, on peut imaginer aussi d'autres possibilités de gagner, mais c'est en tout cas quelque chose qui est reproductible, probablement. Et en Lombardie, bien là, toujours pareil, sur la dernière difficulté, sur San Fermo delle Battiglia, San Ferma, attaque avant le sommet, attaque dans la descente. Ça ressemble un petit peu quelque part à ce qui s'est passé dans la descente du Poggio. Donc voilà. Alors apparaissent, quand on doit choisir des coureurs pour réaliser ça, des nécessités. C'est l'endurance, la note sur pavé et la note en vallon. Voilà. Et il y a quand même des petits bonus qui sont plutôt essentiels. C'est la note de plaine et la note de descendeur. Voilà. Donc, ce que je propose, c'est qu'on va regarder tout ça dans le jeu pour chercher des candidats. Alors, ce qu'on peut déjà voir, c'est que si on fait une simple recherche avec endurance 75 au moins, pavé également et vallon également, qui sont les trois exigences, de toute façon contre lesquelles on ne peut rien faire. Voilà, c'est comme ça, il faut minimum ça. Et quand je me mets à 75 déjà, je suis minimaliste. Regardez déjà comme la liste est réduite. Benoît, Valgren, Van Aert, Moscon, Bossenhagen, Nassen, Kwiatkowski, Gilbert, Van Avermaet, Sagan. Ok. Ça nous fait donc 10 coureurs. Maintenant, imaginez, comme je l'ai écrit dans le document précédent, je demande à avoir plus de 75 en pleine. Tout va bien. Donc je peux éliminer ce critère, mais je vais le garder des fois qu'on monte un petit peu l'exigence. Je demande également à avoir des capacités de descendeur, qui me paraissent essentielles. Descente, on va dire aussi 75. Tiens, il y a des gens qui ont disparu. Il y a des gens qui ont disparu. Ça vous fait déjà, regardez, on va voir qui a disparu. Nassen, Moscon, Valgren. Valgren, il a combien? 72. Moscon, 71. Ok. Donc déjà, ça vous enlève des candidats. Maintenant, je vais monter un petit peu. Je vais rajouter l'exigence de descente. Voilà.
Et vous voyez que ça limite pas au niveau de la plaine, on l'avait vu juste avant. Je vais supposer maintenant donc plaine. Pardon, voilà, très bien. Donc, maintenant, on va partir du point de vue suivant. Malgré les bonus éventuels, si je demande ne serait-ce que une unité de plus dans chaque domaine, vous voyez ce que j'ai? J'arrive à... Il n'y a plus que 3 hommes. Il n'y a plus que 3 hommes qui peuvent faire ça. Je vous annonce tout de suite que je tenterai, pas maintenant bien sûr, mais à l'occasion, je tenterai avec peut-être même les 3 séparément, parce que ça mérite d'être tenté. Mais en tout cas, voilà. Qu'est-ce qui se passe si... Ah, c'est Tish-Benoît qui n'a que 75 en pleine, d'accord. Ouais, bah franchement, ça va pas le handicaper plus que ça, d'accord. Et c'est quoi qui bloque là? Ah, c'est le 75 en vallon, d'accord. Ça a éliminé Wout van Aert et Bossenhagen, d'accord. Bon, donc vous voyez à peu près quel type de coureurs peuvent prétendre à ce que j'ai dit là. Et encore, je n'ai pas fait apparaître montagne, mais là par contre c'est facile à faire. Oh tiens, Tish-Benoît, 75 en montagne. C'est bizarre. C'est bizarre. Et sprint, c'est là qu'on voit que honnêtement, je pense pouvoir gagner avec Wout van Aert ou Gilbert, etc. sur le sprint d'un petit groupe, au Ronde ou à Roubaix. L'important c'est vraiment la forme du jour sur ce cas-là, pour prendre les exemples les plus faibles, ainsi que Tish-Benoît. Voilà, donc c'est réalisable avec ces coureurs-là. En tout cas, ça mérite d'être tenté. On passe au point suivant, qui est la mise en œuvre de tout ça. Donc, une fois qu'on a le coureur, eh bien, il faut ajuster un planning de course. On va devoir choisir. Moi, je vous ai proposé quelque chose. Et en fonction de ce planning de course, eh bien, évidemment, c'est un rythme d'entraînement qui va devoir être adapté. Donc, je vous ai montré ce que je pense être relativement optimal. Après, il y a toujours des petits détails qui peuvent être modifiés. Mais voilà, dans le jeu, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. J'ai optimisé, on va dire, comme il m'a semblé que c'était pas mal de le faire. Maintenant, il y a des mini-modulations qui peuvent être correctes, et il y en a d'autres, on verra ça un tout petit peu plus tard, qui sont catastrophiques et désastreuses. Donc attention. Et le résultat, évidemment, il est assez incroyable. C'est qu'on va pouvoir être en mesure de vraiment, vraiment disputer nos chances sur tous les objectifs, les 5 monuments, bien évidemment, plus quelques petits bonus. Et je vous propose de regarder plus en détail avec Tish-Benoît, qui est notre exemple un peu fil conducteur. Il y a pas mal de choses à remarquer. Donc on l'a vu, la courbe, elle est quasi optimale. Elle est quasi optimale, puisqu'il y a 100% à Roubaix, il y a 99 au Tour des Flandres, et il y aura sûrement du 94 à Milan-San Remo. Je devrais être en mesure de pouvoir, surtout vu la force des coéquipiers, devrait être en mesure de pouvoir aller chercher quelque chose à 94%. Et après, alors là, ça va être vraiment le moment de vérité. Si à 99 et 100, on va pas chercher le Ronde et on va pas chercher Roubaix, je sais pas quoi faire de plus. Et en plus, l'avantage, c'est quoi? C'est que là, vous êtes à l'Amstel, 99, et la semaine d'après, vous êtes carrément à Liège. C'est-à-dire que vous êtes à Liège à 99%.
Donc, et puis vous vous retrouvez avec du Tour de Lombardie, du championnat du monde la semaine d'avant, 99, Tour de Lombardie 99. Donc, je sais pas ce que je peux faire de mieux pour lui. Surtout que en plus, il pourra s'amuser au Tour de France. Donc, ce qu'on peut faire encore, c'est qu'il a 62 jours de course. On peut lui en prévoir un petit peu plus. Pourquoi? Pour que la forme soit, je dirais, encore plus léchée. Je peux par exemple lui rajouter ça, qui mange pas de pain, puisqu'on est à 100% de toute façon, cette semaine-là. Je ne le rajouterai certainement pas le Tour d'Helvétie. Si je rajoutais le Tour d'Helvétie, je ferais une erreur cruciale. Je foutrais tout en l'air. Tiens, regarde, on va le faire. On va le faire pour voir. Voilà, juste en rajoutant le Tour d'Helvétie. Ah, ça c'est sûr que la forme, elle est meilleure. Mais c'est normal, ça équivaut à de l'entraînement à 100%. Regardez bien le délire. Voilà. Ça veut dire que là, votre Tour de Lombardie, vous pouvez vous asseoir dessus. Et vers la fin du Tour de France, ça part en sucette. Donc, bêtise totale. Euh, donc on reste avec notre Dauphiné, bien sûr. Ensuite, étant donné, au Dauphiné, il y va vraiment pour rouler, 84-88. C'est l'histoire 2. Est-ce que je vais faire des courses avant? Je pourrais. Mais il va être à 81, il va être à 84. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert d'aller rouler autour de Belgique à 81%. Il n'y a aucun intérêt. Donc je pense qu'il y a intérêt vraiment à alléger cette période-là. Surtout que la période qui a précédé, je vous la remontre, la période qui a précédé, elle aurait été particulièrement intense en termes d'entraînement et de préparation. Elle aurait été surtout intense en termes de, en ces termes-là. Tiens, je pourrais tenter de faire un truc pour voir. Si je fais ça, ça monte Liège. Vous avez vu? Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, en rajoutant ça, on monte à Liège. On est à 100% à Liège également. C'est très tentant. Ce qui serait aussi très tentant, c'est par exemple de voir. Bon, déjà, il faut voir ce que ça donne concrètement. Ouais, ça n'a pas de conséquences majeures. Voilà, donc en fait, c'est encore mieux. C'est encore mieux. C'est encore mieux parce que, vous voyez, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Je pense pas qu'on puisse aller au-delà de 6 semaines à 100%. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait impérativement repos avant, repos après. En plus, là, c'est du repos, repos à 86%. C'est-à-dire, il y a quand même un jour de course. Mais bon. Si c'est que ça, à la limite, il pourrait sauter l'Amstel, quoi. Il pourrait sauter l'Amstel. Ah, tiens, s'il saute l'Amstel, la forme est pas la même. Ah ouais, eh ben voilà, nickel. Donc là, je crois qu'on n'est pas trop mal. J'ai envie de dire, il y a les conditions pour gagner au Tour des Flandres, il y a les conditions pour gagner à Roubaix, et il y a les conditions pour gagner à Liège. Et après, pour ce qui est de San Remo, ben, ça dépendra un petit peu ça dépendra de la chance un petit peu, une forme de chance. En tout cas, les aléas de la course. Vous voyez, je rajoute pas de course ici, évidemment, ce serait une hérésie. On pourrait rajouter le trophée Samine. Ça n'a pas d'incidence, c'est marrant, ça n'a aucune incidence, c'est normal. Donc voilà, alors je vais peut-être aller rajouter, on va voir, parce que 63 jours de course, c'est pas beaucoup. En même temps, si ces 63 jours de course sont couronnés par les victoires que nous attendons, il y a 93 le jour de l'étape des pavés là, et après au début des Alpes, il est à 96. Au début, oui, là on est à la jonction, on est aux Pyrénées là. Là on est aux Pyrénées. Et là on est sur les champs. On me dirait on s'en fout d'être à 100% sur les champs. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de tout décaler? J'ai bien peur que non. J'ai bien peur que non. Parce que là on est aussi sur en fait 3 semaines qui équivalent à donc 3 fois du 100%. Et j'ai mis du 100% avant
3 semaines consécutives. Donc ce qu'on pourrait éventuellement se demander, c'est si on décale à gauche. Si on décale à gauche, qu'est-ce que ça produit comme effet en fait? Déjà, si je fais ça, qu'est-ce que ça produit? Est-ce que ça change quelque chose? Là, ça en fait combien les semaines consécutives? Est-ce que j'aurais pas intérêt en fait à faire 0? Ouais, c'est pas du tout dommageable. Et si je fais 2 là, est-ce qu'éventuellement ça fait partir en sucette la courbe? Même pas. Même pas. On est sur le même degré de fatigue. J'ai l'impression donc que s'il y a 2 semaines de repos, c'est la clé pour vraiment récupérer votre coureur en fait. Là je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. J'ose faire ça. On va voir. On va tout de suite voir les conséquences. Oh là là, c'est mortel. Ah, il y a quand même de la fatigue qui est montée. Ouais. Faut pas rigoler. Il y a quand même de la fatigue qui est montée. Donc on n'a pas le droit d'aller plus haut. Et si je fais ça, est-ce que c'est pas mieux par exemple? C'est-à-dire que j'enlève une intensité équivalente et je récupère, ouais, je récupère mieux, hein. Je récupère mieux que ça, hein. Ouais, c'est pas mal, hein. Je crois qu'on est bon là. Ouais, du coup, je voulais avancer le pic, mais le problème c'est que 3 semaines, vous n'allez pas foutre du repos avant en fait, hein. Ce serait du délire de mettre du repos avant, j'aurais trop peur que le mec. On va tenter. On va tenter. On va tenter de faire ça pour voir. À mon avis, ça va tout faire foirer. Si je fais ça. Ah voilà. Oh là là. Bonjour la fatigue. Alors, à quoi elle est due cette fatigue? Ah oui, c'est normal. Il y a trop de semaines d'affilée. Il y a trop de semaines d'affilée. Donc on va revenir à, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une de coupure. Si je fais ça, non, c'est nul. Ce qui prouve bien qu'il n'y a pas, il y a pas, il y a pas 36 solutions, hein. Il n'y a pas 36 solutions, il y en a une qui optimise et les autres sont moins bonnes. Point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, repos. 1, 2, 3. 4, 5. Voilà, donc en fait, 1, 2, 3, 4, 5, repos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bingo. C'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Alors autour de Lombardie, attention là, parce que du coup, sa fatigue lui causera un niveau de préparation qui sera à 98 au lieu d'être à 99. Alors, c'est quand même dommageable. C'est quand même dommageable. Et on a vu que c'était lié à 3 fois rien. C'est lié à 3 fois rien, c'est lié à... C'est trop proche de l'objectif. C'est lié à ça. Voilà. C'est lié à ce petit détail qui fait que du coup on reste à 99 autour de Lombardie. Ok, super. Et donc le dernier détail, si on veut vraiment peaufiner la préparation du coureur à ce stade-là, pour 63 jours de course, c'est juste de regarder, parce que vous voyez derrière le Tour de France, le mec va avoir 2 semaines de repos, à part la Classica Saint-Sébastien, je trouve que c'est quand même dommage de la laisser passer. Ben, je rêve où il peut aller chercher le Tour du Benelux. Il peut y aller, parce que en fait, même à 92%, Tish Benoît, même à ce niveau-là, il est capable en fait. Il est capable. Et ça n'a pas affecté, c'est normal, hein. Parce qu'on était à 100%, c'est une semaine complète de course. Il y a équivalence. Et je pense qu'à 70 jours de course, on est plutôt pas mal, hein. On est plutôt pas mal. Il y a cette semaine-là où faudrait peut-être... il va être à combien au Québec et tout ça? Ah, il a une chance de victoire. C'est dommage.
C'est dommage, on pourrait se permettre de, par exemple, si on zappe Montréal. Si on zappe Montréal, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur le Tour de Lombardie? Ah, on est à 98 quand même, parce qu'en fait, on manquera de préparation à ce moment-là. Sauf si on rajoute de la course. Vous voyez, par exemple, on met Leuven, on met Industria del Prato. Eh ben là... eh non, ça lui plaît pas, hein. Non, 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 non. Donc Leuven, Industria del Prato. Puis on voit qu'en fait, si on enlève Montréal, bah, ça fait rien gagner spécialement. Puisque Montréal participe à nous mener au bon niveau de forme. Bon, voilà, si je fais ça, est-ce que le degré de fatigue est le même? Oui. Est-ce que la forme est le même? On peut peut-être rattraper un 100%. Voilà, bah, je pense que ceci achève notre quête de la meilleure courbe possible pour Tish Benoît sur cette saison où il est rempli d'ambition. La suite. Alors la suite, c'est plutôt la fin. En conclusion, je dirais, il n'y a plus qu'à tester tout ça. Il faut le tester avec plein de coureurs différents, enfin plein, il n'y en a pas 15. Il faut le tester. Je suis super preneur de ce que vous aurez réussi à avoir comme expérience sur tout ça. Il y a peut-être même des petites améliorations, j'en suis sûr. Il y a toujours moyen d'améliorer quelque chose. Et n'oubliez pas les coéquipiers. Si on oublie les coéquipiers, c'est mort, hein, parce que tout seul on gagne rien. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Et j'espère que cette vidéo vous aura au moins donné envie de jouer. C'est l'essentiel, bye.